Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview sur la chaîne Dice Story. Je suis le professeur Kaifer, je suis avec Monsieur Manitou, qui va dire Salut tout bonjour. le monde. Voilà. Et nous sommes avec Claude Guéant, qui est un des singes, des 12 singes. Alors, Bonjour. Manitou a essayé de savoir lequel numéro c'était, on n'a pas su exactement. 7 ou 8 a priori. Et on a eu la petite blague sur les singes, mais on va pas la répéter, on la garde secrète. Ouais, voilà, ça sera une vraie surprise. Pareil, Et hein, aujourd'hui, tout ce qui est cérémonie des bananes, etc., vous ne racontez à personne, hein, Non. d'accord? cérémonie des bananes. Non, c'est- J'ai des flashbacks de Donkey Kong Country là qui reviennent. Fais sauter sur les trucs. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de bananes, on est là pour parler de Cryptomancien. Ouais. Le jeu de rôle, vous l'aurez deviné, c'est ça. Cryptomancien, ouais, donc qui va être en financement participatif incessamment sous peu, d'ici quelques mois, quoi. Ou au moment où tourne cette vidéo, c'est quelques mois, mais quand vous la verrez, c'est en train de sortir, a priori. Ça sera pas Donc loin. voilà. Déjà dans le futur. Et on sait pas du tout de quoi ça parle, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est du coup, on n'aura pas de travail, c'est Claude qui va tout nous dire. Et C'est c'est ça. parfait. Cryptomancien, déjà, c'est la traduction d'un jeu. C'est Ah. pas une création originale, c'est la traduction de ce jeu, qui en anglais s'appelle Cryptomancer, écrit Mhm. par Chad Walker et édité aux éditions Land of Nop, Mhm. qui est sa propre maison d'édition. Je crois que il édite essentiellement ces jeux. La première version, elle est sortie en 2016. Mhm. Et c'est un bouquin que j'ai découvert et que j'ai lu de bout en bout. Je crois que ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu un bouquin de jeu de rôle de bout en bout. Et ça Mhm. m'a complètement fasciné. Alors pourquoi? De quoi ça parle? euh, Il le présente un petit peu comme un Shadowrun à l'envers. Euh, En gros, vous êtes On dans joue un les monde... corpos? On joue les corpos, c'est ça? C'est ça, on On joue joue... les corpos et on va bâcher les... Ouais, c'est le problème de ce pitch, c'est qu'il faut l'expliquer davantage. Donc, on joue dans un monde médiéval fantastique, Mhm. mais qui a évolué. C'est-à-dire que tous les classiques des elfes, des nains, des dragons, des boules de feu, etc. Existent, mais c'est le passé de cet univers. On est aujourd'hui dans un âge moderne, et donc le monde a été transformé essentiellement par une technologie, par des cristaux, des réseaux de cristaux qui permettent à tout le monde de communiquer instantanément sur toute la planète. Donc en gros, ce monde est connecté, la société est connectée, et elle a connu une transformation comme on peut connaître aujourd'hui avec Internet, les réseaux cellulaires, les téléphones, etc. Et du coup, la société a évolué, les peuples ont évolué. Et donc, qu'est-ce qu'on joue? On joue des équipes d'agents au service d'un commanditaire et qui sont là pour réaliser un certain nombre de missions. Voilà, donc c'est un jeu à mission essentiellement. Mhm. C'est là où on retrouve le côté un peu Shadowrun, c'est-à-dire qu'on va avoir une faction puissante qui protège cette équipe, qui la finance et qui lui demande de faire tout un tas de choses plus ou moins recommandables. Donc on peut retrouver des classiques d'extraction de personnes qui sont aux mains d'une faction ennemie. On peut retrouver tout ce qui est intrusion, tout ce qui est tentative d'influence, de désinformation, etc. Parce que au cœur du jeu, il y a ces systèmes qu'on appelle des cryptosystèmes. Donc ce sont les systèmes d'information dans Cryptomancien. Et d'une manière ou d'une autre, on va avoir besoin de les hacker, de les détourner de leur usage pour en tirer tout un tas de bénéfices. D'accord. D'accord. Et du coup, les différentes espèces, t'as dit, il y avait des nains, des elfes, des trucs comme ça. C'est classique comme, enfin, comment dire, c'est ce qu'on voit dans les jeux habituels. Genre un elfe, c'est proche de la nature, un peu hautain, généralement maigre, ce genre de truc, ou ça a un peu aussi évolué comme ça. Ça a complètement évolué, sinon ça serait un univers un peu vanilla, un peu trop classique justement. Mhm. Donc ils ont tous complètement évolué. Donc les nains sont devenus des espèces d'esthètes extrêmement sophistiqués. Hein. Donc l'archétype du berserker devient quelque chose de très ancien, très daté, vraiment mal vu en fait maintenant de la société naine. Ce sont toujours présentés comme des génies, hein, des génies de la mécanique qui sont capables de fabriquer tout un tas
tas de choses. Ça va jusqu'à fabriquer des créatures mécaniques semi-conscientes qui justement vont manipuler les fameux cristaux. Et voilà, c'est l'équivalent d'un serveur informatique en fait de nos jours. Donc ils sont capables de recevoir des informations, les traiter, écrire avec des bras articulés dans des grimoires pour noter ce qui a pu se passer, communiquer, etc. Et c'est eux qui ont la science de justement de la manipulation des cristaux. Donc ce qui assure une partie de leur importance dans tout cet écosystème. Les elfes ont changé du tout au tout, au lieu d'avoir les classiques en harmonie avec la nature, ils sont devenus des industrialistes. Ils exploitent la forêt. Donc, oui, c'est bien mignon la forêt, mais bon, si ça rapporte de la thune, c'est mieux, quoi. Ouais, bah, complètement ça. Ils ont fait une découverte un jour, ils ont découvert des créatures qui leur permettaient de produire une espèce de drogue qui s'appelle le soma. Donc là, on retrouve une intrusion d'éléments cyberpunk dans un univers Medfan, parce qu'on a souvent les questions de drogue, de trafic de drogue, ou d'usage de drogue pour s'améliorer dans les univers cyberpunk. Donc là, il y a une collision intéressante qui se fait avec cet univers Medfan. C'est pas la seule, hein, ça fait partie justement de l'originalité de cet univers, c'est comment justement les tropes Medfan et les tropes cyberpunk se télescopent, rentrent en collision et puis sont fertiles et donnent des choses nouvelles. Et donc ils se retrouvent à être les principaux producteurs de ce soma, mais pour ce faire, en gros, ça, voilà, il y a des arbres qui s'hypertrophient et qui absorbent toute l'eau et fait qu'il y a des hectares autour, toute la nature meurt en fait. Hein. Donc, ils sont beaux les elfes, quoi. Ils ont bien changé ces elfes. Alors ils sont toujours grands, beaux et avec une certaine longévité, mais voilà, ils ont renié complètement leur lien avec la nature et au contraire ils l'exploitent sans vergogne. Et les humains dans tout ça, ils exploitent cette technologie. D'autres humains. C'est ça, fidèles à eux-mêmes, quoi. Alors, oui, tout le temps, hein, ça clairement. C'est un jeu où on s'intéresse aux structures de domination et de pouvoir. D'accord. Donc il y en a toujours certains qui en exploitent d'autres. Et autant le groupe d'agents des joueurs va vouloir hacker des systèmes, et il y a des systèmes de cristaux, mais aussi des systèmes de pouvoir. C'est-à-dire comprendre, cartographier qui contrôle qui, pour savoir où intervenir, pour aller diffuser la mauvaise information qui va faire que un tel, finalement, va prendre des initiatives qui sont contre ses intérêts et finalement réussir la mission simplement parce qu'on a posé au bon endroit la mauvaise information dans les oreilles de la personne qui va agir en fonction, quoi. Donc les humains ils utilisent ces réseaux de cristaux qui au départ pouvaient être utilisés comme une technologie militaire, mais eux ils les ont utilisés pour en faire du commerce. Donc ils ont transformé radicalement la manière dont le commerce se fait. Ça a réorganisé toute la société autour de cités-États, reliées entre elles par des flux de marchandises. Et ils assurent la connexion du coup entre le monde des nains souterrains et le monde des elfes dans leur forêts primaires qui envahissent toute la surface de la Terre, sauf quelques zones où les humains prospèrent. Et donc ils ont ce rôle central, hein, ils étaient vraiment les parents pauvres à l'époque mythique par rapport aux nains et aux elfes, et maintenant ils ont une place tout à fait centrale. Et tout ce petit monde voilà, collabore ensemble, s'affronte, essaie de tirer son épingle du jeu pour dominer les autres. C'est là qu'on trouve les thèmes un peu cyberpunk. Mais il n'y a pas la notion vraiment de corporation. Les factions sont vraiment les clans, les clans nains, les tribus elfes ou les humains qui ont toujours un système féodal qui souffre, hein, parce que tout à fait adapté à un monde interconnecté où chacun peut discuter avec tout le monde. Donc ils essayent autant que faire se peut de maintenir le système féodal, et donc on a des maisons, des barons, des ducs qui tentent de maintenir leur pouvoir. D'accord. Okay. Du coup, en gros, on joue des hackers dans un univers de fantasy évolué où Internet, c'est les cristaux, c'est ça? C'est les cristaux, on appelle ça en français?
Ok. Oui, c'est ça, c'est des réseaux de cristaux. Réseau de En cristaux. gros, il y a les nains extraient un gros cristal de leur mine, et puis ce cristal peut être taillé en plusieurs morceaux. Et tous ceux qui disposent d'un morceau de ce cristal Ah, communiquer entre eux. communiquent entre eux dans un réseau fermé. Mais il faut qu'ils viennent d'un même cristal, en fait. Exactement. Ok. Exactement. Donc on a des Donc, réseaux physiques privés fermés, et puis il y a un réseau particulier qui vient d'un énorme cristal voilà. qui est tombé, voilà, un météore qui est tombé il y a très longtemps, qui s'est abîmé sur Terre, euh, qui là a été divisé dans des milliers ou des dizaines de milliers de cristaux. Ça permet à Euh, plusieurs personnes d'en avoir un morceau. qui forme une espèce de réseau internet entre guillemets, Mm. donc on appelle le réticulaire. Donc dans les villes, il peut y avoir 3, 4, 5 accès à ce réticulaire. Donc on imagine, imaginez comme des cybercafés, hein, si ce n'est que ça peut être associé par exemple à des temples. Hein, j'ai un setting où tout ça est associé plutôt à des temples contrôlés par l'Église. Et Mm. puis tout un tas de gens qui font la queue pour pouvoir accéder à cet accès. Comme vous savez, dans un cybercafé, maintenant les factions les plus puissantes ont leur propre accès. Forcément. C'est ça, oui. Et les PJ pourraient avoir finalement leur accès. Et c'est assez intéressant de l'avoir assez vite, puisque ça permet d'accéder à une espèce de recherche Internet. Donc, ce que vous feriez classiquement dans un univers d'enquête à la Cthulhu, où vous auriez consulté le journal, bon là, vous allez consulter le réticulaire et faire des recherches sur tous les PNJ que vous rencontrez, tous les lieux, pour apprendre des D'accord. choses. Ouais, donc j'imagine qu'il doit y avoir des trucs genre une prime sur tel ou tel individu et on se renseigne sur le réticulaire à l'avance. Donc ça Mhm. donne un côté un petit peu, ouais, en fait, cyberpunk à du Medfan classique, en fait. Et puis ça résonne avec des problématiques actuelles, parce que un message qui est envoyé sur le réticulaire, vous le lisez, c'est une forme de texte qui apparaît dans l'esprit de la personne qui va D'accord. le lire, mais il n'y a aucune information sur l'identité de l'émetteur. Il n'y a aucune garantie. Les textes en clair sont des textes en clair. Donc, ça peut être dit par n'importe qui, et ça peut être absolument vrai ou absolument faux. Mais c'est Twitter. C'est D'accord, ça. ok. Et le monde de la fake news totale, effectivement. Et c'est là qu'on rentre dans des problématiques d'authentification, etc. Donc le jeu a tout un discours autour du chiffrement. C'est-à-dire que chacun peut chiffrer ses messages. Et donc seuls ceux qui ont la phrase de passe, la phrase clé, qui a été utilisée pour chiffrer les messages, peuvent le décoder. Et donc quand vous savez qui détient cette phrase clé, vous avez une idée de qui a mis le message. Et donc Et là, qui il faut capturer pour l'obtenir. voilà, donc Sous, du coup, il y sous a la torture. tout un jeu sur le fait de, à un moment, on récupère des messages codés, il va falloir trouver les phrases clés Mm. qui sont à l'origine de ce chiffrement. Et là, on ne s'embête pas, hein, il y a pas de calcul, il n'y a pas de logiciel comme on peut le faire aujourd'hui avec du chiffrement informatique. C'est magique et même complètement inné pour toutes les créatures conscientes de cet univers-là. Il suffit de connaître la phrase de passe pour que le message se déchiffre instantanément. Et là, on a D'accord. des trucs marrants, c'est qu'il y a des gens qui se spécialisent dans ça, donc des espèces de clercs qui font partie d'ordres religieux, qui passent leur temps en méditation devant des machines où il y a des mots qui leur sont présentés automatiquement, qui tournent comme ça, et toutes les combinaisons de mots possibles leur sont présentées une par une. Et il suffit de l'avoir vu une fois, une combinaison de mots, pour qu'on soit capable de décoder les messages qui a été chiffrés avec. Donc D'accord. voilà, donc ça, typiquement dans un cas où je trouve que c'est assez amusant, comme la manière dont les choses classiques du Medfan rentrent en collision avec des notions modernes pour créer un truc autre, nouveau. D'accord. Et du coup, c'est un jeu à mission, mais c'est un jeu à secret aussi, forcément, s'il y a ce genre de truc. Alors c'est un jeu secret parce que c'est un jeu de faction, donc en fait le jeu c'est de percer les secrets des factions pour justement les retourner contre elles, etc. Après il n'y a pas de... Dans le bouquin de base qui a été écrit par Chad Walker, il y a un décor, donc ça redécrit une cité-État et ses environs, avec les différentes factions, enfin les c'est ça, les différents commanditaires possibles d'ailleurs, et les intrigues du moment. Voilà, après chaque MJ d'aller creuser un petit peu ça pour en faire quelque chose.
Ok. Voilà. Et ce qui est assez fascinant dans ce qu'il a inventé, Chad, c'est qu'il a pris quelques éléments, donc ces cristaux, la manière dont ça circule, etc. Et sur des éléments simples, combinés ensemble, il arrive vraiment à faire quelque chose d'assez sophistiqué, presque crédible, entre guillemets. On a vraiment l'impression de découvrir comment une société, Medfan, aurait pu inventer un système pareil. On retrouve même des objets connectés, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des cristaux, une fois connectés à une serrure, il suffit Ouais. qu'ils reçoivent un message pour ouvrir ou fermer la serrure. Ok. Donc D'accord. on commence à voir un petit peu ce que peuvent faire l'utilité des PJ en fait, c'est qu'ils vont pouvoir essayer de craquer soit les mots cryptés, soit d'aller craquer des serrures, soit d'aller ok passer par ça pour. Puis il y a toute une magie associée à ça, par ailleurs. Euh, on peut transformer les cristaux en boules de cristal. Donc vous inventez des réseaux de clairvoyance qui ressemblent étrangement à des systèmes de vidéoprotection, par exemple, de vidéosurveillance. Et donc, quand vous D'accord. commencez à vous dire, bah, tiens, mais si j'installais un cristal sur telle créature volante et que je le faisais survoler tel ou tel quartier, et voilà, mais Ça fait chaque un système de drone. surveillance, ça fait un drone, voilà, exactement, tout à fait. C'est rigolo ça. Et on peut faire beaucoup de choses comme ça. Donc, on peut contrôler des serrures, mais on peut aussi contrôler des aiguillages, voire des machines. Donc, en fait, ben, voilà, on peut avoir des systèmes de production complets pilotés par Crystal, et donc des infrastructures qu'on va avoir envie de détourner. D'accord. Et une grande originalité de ce système, c'est que il ne fait, il y a pas, par exemple, de compétences piratage. Pour Hmm. réussir à détourner quelque chose, je fais pas un jet de dés, et puis en fonction du résultat, il se passe quelque chose ou pas. Ce qu'a souhaité faire Chad, c'est qu'en fait, il voulait montrer ce que c'était que le hacking. Et le hacking, c'est d'abord comprendre comment le système fonctionne pour le détourner. Et donc, c'est ça qu'il propose, en fait. Il propose aux joueurs d'aller analyser les systèmes, réfléchir, les modéliser, les dessiner sous forme d'un graphe, et puis se dire, alors attends, comment on pourrait faire? Attends, c'est bizarre. Il faudrait qu'on récupère tel mot de passe ou qu'on influe sur telle personne, etc. pour D'accord. réussir à obtenir. Il n'y a pas de jet de dés magique, C'est quoi. un puzzle en fait, c'est un peu comme un puzzle et Bon, chaque pièce il faut la résoudre pour emboîter tout. c'est ça, c'est des sortes d'énigmes. Et chaque pièce du puzzle demande une certaine façon d'être résolue, d'aller voir quelqu'un ou de trouver un mot Hmm. de passe ou de. C'est ça. Alors après, on retrouve quand même les scènes, enfin les archétypes et les scènes classiques. On peut faire de l'intrusion classique avec des personnages type rogue, voleur, etc. On a besoin de guerriers, on a besoin d'archers, on a besoin de magiciens, etc. Mais ils ont tous la possibilité d'avoir accès aux cristaux, ce qui permet d'ailleurs que à tout moment tous les personnages d'un groupe communiquent. Ouais, on peut avoir un petit cristal dans l'oreille et Hmm. puis discuter comme ça. Ah ouais, 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 c'est ça. Donc on a une justification dans la fiction de tous les échanges qui se font à table. Ouais, même quand les persos D'accord. sont pas là quoi. Exactement. Hmm. Oui, d'ailleurs, séparer le groupe est moins un problème dans ce jeu qu'à d'autres moments, en fait. Ça peut être d'ailleurs une bonne idée. D'accord. Et donc là, tout ce que tu nous expliques, ça fait partie du livre de base ou tu nous parles de l'ensemble de la gamme là? Non, non, ça fait vraiment partie de la proposition de jeu initiale qu'a fait Chad. La V1, elle est sortie en 2016, mais il vient de sortir l'année dernière une version 1.5. Mhm. D'accord. Donc tout l'intérêt de sa version 1.5, c'est que bah, il a fait toutes les révisions qui pouvaient être nécessaires sur le système de jeu, sur les équilibrages, sur Mhm. la définition, la clarté des sorts, etc. Et donc c'est cette version-là qu'on a traduit. D'accord. Euh, C'est une bonne voilà. idée. Donc, on a déjà une version assez Oui. aboutie Hmm. Du, euh, du jeu. du coup, donc voilà, au niveau du financement participatif, il va y avoir quoi de proposé au final? Il va y avoir donc le bouquin de base, il y a des suppléments, il y a des accessoires. Le, le bouquin qu'on traduit, c'est le bouquin de base. Il sera en deux parties. Il y aura une partie univers et une partie règles, avec D'accord. des magnifiques couvertures de Philippe Cruz. Philippe Cruz, donc c'est le dessinateur qui a fait cette magnifique elfe, et on lui a commandé du coup aussi un orc Oh, bien et fait. un nain, ce qui fait D'accord. qu'on va avoir un triptyque assez sympathique de ces trois personnages archétypes un peu classiques, mais du coup modernisés entre guillemets. Mais non, ce qui est très très chouette, c'est qu'on a eu l'autorisation de créer du contenu nouveau.
Donc ça, c'est une des signatures des 12 singes sur les traductions qui ont pu être faites. Beaucoup de ces traductions ont été complétées, adaptées. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Tu parlais d'un triptyque, donc on a le livre de règles, le livre d'univers, et le troisième, c'est quoi? Alors, il va y avoir différentes choses. Finalement, je vais finir par le troisième. C'est pas un jeu qui de base on peut avoir l'impression qu'il est pas facile d'accès, mais en fait quand on le pitch comme finalement qu'est-ce qu'on joue? On joue une espèce d'équipe Mission Impossible. Ouais. Voilà. Sauf que la technologie du masque, c'est un sortilège de glamour, que les communications se font avec les cristaux, etc. C'est un bon pitch, ça. C'est Oui. une bonne façon de le pitcher, je pense, à quelqu'un Effectivement, qui veut ouais. découvrir. Tu vas jouer des super agents à la Voilà. James Bond ou Mission Impossible, mais tu remplaces la technologie par la magie, en fait, finalement. C'est ça. Entre guillemets, C'est on vraiment va dire. ça. C'est vraiment ça. Et les couches un peu complexes autour des réseaux de cristaux, et comment les hacker, etc. On peut rentrer dedans. C'est une partie du jeu qui est super intéressante. Mais on peut aussi la mettre un peu de côté et juste rester dans une atmosphère un peu de comment je fais un techno-thriller dans un monde de fantasy. Et il y a une autre façon de le présenter, c'est de dire, si vous connaissez le jeu vidéo Watch Dogs, ou un hacker en ville qui, avec son téléphone, détourne tous les systèmes, on fait du Watch Dogs dans un univers de fantasy. D'accord. C'est pas mal. Ouais. Et donc pour aider à rentrer dans ce jeu, on a fait deux choses. Déjà un petit guide à destination des joueurs, le guide du cryptomancien clandestin. Le cryptomancien, c'est comme ça qu'on appelle le personnage qui fait de la magie autour justement de ces cristaux et ces notions de chiffrement dans le jeu, pour justement introduire auprès des joueurs ces notions-là. Voilà, avoir vraiment un petit guide qui peut lire avant de jouer, pour découvrir l'univers, et puis même en jouant, parce que ça va lui donner des suggestions. Tiens, comment je peux faire pour monter une planque? Comment je peux faire pour choper des informations sur un groupe ennemi? Comment je peux m'assurer qu'on ne me suit pas, par exemple? De pratique classique de l'espionnage. On est vraiment dans ce monde-là. Hein. D'accord. Donc voilà. Un petit guide pour les joueurs. Également une campagne. Donc une campagne qui va se dérouler dans le... Ah bah oui, il n'y a pas de jeu de singe sans campagne. C'est un bon point. Il n'y a pas de singe sans campagne. Interdit, voilà, c'est ça. Donc c'est une campagne que j'ai écrite avec Grégoire Lachmann, qui se passe dans le décor qui est proposé dans le livre de base, donc une cité-état qui s'appelle Prantis. Et on a choisi, dans tout ce bac à sable, de prendre une orientation. On a dit, on va dire, ok, on va prendre ce commanditaire-là, et on va s'intéresser à cette intrigue-là, et on va faire 3 scénarios connectés, avec une complexité croissante, pour justement prendre complètement et le MJ et les joueurs par la main, pour qu'ils découvrent cet univers, cette ville, ses enjeux, tous les PNJ, etc., progressivement. Donc ça commence par des choses très simples, et puis à la fin on leur dit, débrouillez-vous, vous devez sécuriser une négociation super importante entre tous les responsables de toutes les maisons du coin, avec à l'intérieur tout un tas d'intrigues et de coups fourrés qui vont avoir lieu, et là il faut qu'ils se débrouillent totalement pour assurer non seulement leur mission propre, mais également démêler, découvrir un certain nombre d'objectifs secondaires importants. Et puis à la fin réussir à peut-être faire en sorte que leur commanditaire soit élu régent de la région. Voilà l'enjeu, qui est posé très clairement dès le début, hein, pas de spoil. Oui. Et du coup, je rebondis sur le fait, tu nous dis donc qu'il y a eu des illustrations qui ont été commandées donc pour le bouquin. Tu nous dis que la campagne, c'est toi qui vas l'écrire, donc avec... j'ai oublié le nom, je suis désolé. Grégoire Lachmann, qui est auteur sur Nephilim, qui a été auteur sur Agon. D'accord. Tu nous feras un petit point d'ailleurs sur toutes les personnes qui ont bossé sur le projet en passage. Et du coup, donc, les 12 singes ont de la latitude pour de la création, du coup. Oui, c'est ça. À partir du moment où on respecte l'œuvre et puis un certain nombre de valeurs de l'auteur, on a l'attitude pour ça. Donc, on a partagé les pitchs avec lui. Et donc, oui. Il a un droit de regard. Il a un droit de dire non sur ce que vous lui envoyez quand même. Oui, en théorie oui, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. En théorie oui, mais on le menace, donc ça va. On s'est coulé dans l'ambiance du jeu, etc.
voilà, il écrit beaucoup de jeux un peu subversifs. On se met dans la position du résistant face à une oppression. Et il a fait ça de différentes manières. Et on s'est vraiment collé là-dedans. Il y a un paradoxe, en fait, parce qu'on joue des agents qui sont au service de puissants, mais on pourrait tout à fait, à un moment, ces agents-là pourraient vouloir acquérir une certaine forme d'indépendance. Il y a un jeu dans le jeu, il y a le jeu où très très vite, ok, je dois faire ce que m'a dit mon commanditaire, mais en fait, à un moment, je me demande, ok, qu'est-ce que je vais vraiment lui révéler par rapport à ce que nous, en tant que groupe, on a vraiment envie qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on va garder comme information Voilà, etc. Sachant qu'on a un commanditaire aujourd'hui, demain, ça peut être un autre. On peut être amené à le trahir, on peut être amené à être trahi. On peut comme ça changer de commanditaire en commanditaire et du coup, être connecté différemment aux enjeux d'une région, puisque finalement on travaillait pour l'un, mais peut-être qu'on travaille maintenant pour l'adversaire, donc ça se retourne. Ou alors finalement pour un autre acteur, on s'aperçoit qu'en fait il y a d'autres choses qui se passent dans la région qu'on n'avait pas du tout vues jusqu'à présent, et donc on rebondit là-dessus. Donc j'ai un peu perdu le film, donc voilà, il y a ce petit guide pour les joueurs, une campagne plus toboggan, quoi, entre guillemets, vraiment découverte de tout ça et jouer de A à Z une histoire dans Cryptomancien. Et là, j'écris aussi un autre décor. Donc, on n'est plus dans le décor du bouquin de base, on est dans un décor de campagne autre, dans un autre endroit de la région, où là, je décris par le menu, donc ça sera un livre de 200 pages, toutes la région, la civilisation du coin, comment elle est organisée, les factions du coin, et puis une description des fronts, c'est-à-dire que les enjeux, qu'est-ce qui est en train de se passer, quels sont les enjeux du moment, qu'est-ce qui peut basculer d'un côté ou de l'autre, et justement en fonction des commanditaires, les joueurs seront amenés à devoir travailler, à faire basculer d'un côté, de l'autre, ou décider de devenir, ou peut-être décider eux-mêmes s'ils y arrivent, à devenir eux-mêmes leurs propres commanditaires. Renverser la table et devenir, voilà, être agent pour décider un peu du destin de cette région. Donc, du coup, triptyque, campagne, j'imagine qu'il y a un écran. Voilà, donc il y a un écran qui accompagnera le fameux le livret. Le famoso. Pas encore fameux. Le guide du cryptomancien clandestin dont je vous parlais et la campagne, la première campagne. En fait. Ok. Alors, on va s'arrêter. Donc, première campagne, on met de côté ce que tu viens de dire et on en reparlera après. Ouais. T'as dit le mot première campagne, c'est pour ça. Oui, alors le deuxième livre, c'est plus un décor de campagne qu'une campagne. Ouais, parce que un cadre, ouais. Là, le MJ doit complètement s'investir et puis aussi écouter ce que veulent ses joueurs, parce qu'il va falloir, en fonction du commanditaire qu'ils choisissent, de ce qui leur intéresse et des événements qui se passent, il va forcément devoir construire un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'est de proposer un bac à sable et presque un peu différent d'un bac à sable, ce que j'appelle une espèce de flipper en fait. C'est-à-dire que les joueurs sont dans une boule, ils sont envoyés à un côté, ils essayent d'atteindre une cible et puis en fait ils se font intercepter, ils passent sur autre chose, etc. Et en fait ça dépend plein de choses dans tous les sens. Et il faut qu'ils fassent le tri dans tout ça et qu'ils décident qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'ils vont traiter, qu'est-ce qu'ils ne vont pas traiter. Et ça ressemble à ce que j'avais pu faire sur Pax Elfica. Ok, bonne référence du coup. Mais du coup, ce cadre, c'est toi qui l'écris, mais t'es parti de quelque chose d'existant ou t'es parti vraiment de rien, t'as soumis l'idée et on t'a dit ok, vas-y, c'est dans l'esprit. Je suis parti de rien du tout. On commençait le premier confinement et j'avais envie de voyager un peu dans ma tête. Donc, c'est une des raisons qui fait que cette région est en fait un archipel tropical. Donc, il y a la mer, des bateaux, des loin de Paris. Tu avais froid à ce moment-là, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et en même temps, plein de soucis parce qu'on va retrouver des problématiques qu'on va avoir dans le monde réel. Donc, les questions de comment on fait pour élire un dirigeant, des questions de démocratie, des questions de catastrophe écologique, mais tout ça transposé avec de la fantaisie et puis toute cette technologie à base de cristaux, la propre à cet univers. Donc on va retrouver un petit peu de tout ça.
Et donc là-dessus, on a pu s'amuser, hein. Donc on a pu commander une couverture de Philippe Cruz. On a commandé aussi plein d'illustrations à Anthony Boursier. Donc des portraits noirs et blancs, des décors en couleur. Sur tous les livres, on refait la maquette. Donc Maxime Place va refaire intégralement la maquette. Bah oui, forcément, parce que du coup, c'est du contenu créé, il faut l'illustrer, il faut le maqueter, il faut le... Et oui, Exactement. c'est de la création. On a des personnages prêts à jouer. Ça, c'est quelque chose auquel Ça, c'est bien. je tiens beaucoup dans toutes les campagnes maintenant. D'ailleurs, on a pu voir sur Pax Elfica, j'ai des statistiques qui disent que 3/4 des joueurs ont choisi un personnage prêt à jouer. D'accord. D'accord, quand même. Hein. Il n'y a que 1/4 des joueurs qui a eu envie de créer son personnage. D'accord, c'est surprenant quand même. Je m'attendais à ce que c'est une certaine popularité, mais je pensais pas à ce point-là quand même. Ouais. Alors je sais pas si c'est dû à la... Après, ils sont faits pour la campagne, ces personnages, parce qu'ils sont liés à tout, etc. Donc c'est assez tentant de dire que de prendre des personnages où on est sûr qu'il va nous arriver plein de choses. Ils ont des arcs personnels, ils sont connectés à une partie des factions, etc. Donc c'est assez tentant. Mais Et ce sera le cas du coup pareil dans Cryptomancien. Exactement, il y a 6 personnages prêts à jouer qui sont illustrés par, alors je vais pas forcément bien le dire, Joël Chaim Holtzman, qui nous a fait 6 très belles illustrations. Ce qui fait toujours envie parce que ça permet quand même de se projeter dans un personnage. Tout à fait. Donc, voilà. Ok. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur la gamme qu'on n'a pas encore citées peut-être pour mettre un peu de la lumière. Le directeur éditorial c'est Franck Platz. Le fondateur des 12 singes et qui a écrit et dirigé moult gammes. C'est numéro 1, quoi. C'est numéro 1 des singes. C'est singe numéro 1. C'est pas le numéro, mais oui, ça a commencé avec lui. Hein. C'est lui qui a géré intégralement tout. Donc oui, on peut dire que c'est le numéro 1, il n'y a pas de souci. Il y a son frère qui a la direction artistique et à la mise en page, Maxime, qui devrait aussi nous faire de ces superbes cartes dont il a le secret. Sur le décor concret justement, donc une carte de la région et une carte de la cité-État principale. J'ai déjà cité Anthony Boursier et Joël Holtzman. On a également envie de faire ce qu'on va appeler un portulan. Qu'est-ce que c'est? C'est un supplément à part, ce serait une espèce de truc relié avec une spirale un peu rigide sur lequel on aura des impressions aux couleurs de plans, de plans ou de cartes qui sont faits par, et là aussi ça va être compliqué de dire leur nom, XC et PQ, qui sont en fait des gens qui ont leur propre Patreon, qui dessinent des cartes et qui publient tous les mois des cartes magnifiques de lieux divers et variés fans. Ils ont un succès monumental. On mettra le lien dans la description du coup. Ouais, bien sûr, carrément. Et en fait, ils proposent une licence à partir du moment où on participe à leur Patreon, ils proposent une licence commerciale qui fait qu'on peut réutiliser certaines de leurs cartes. Donc on en a choisi celles qui sont complètement adaptées au lieu. Alors c'est pas dans une optique battle map qu'on joue avec des figurines, etc. C'est plutôt dans une optique exploration ou intrusion. Donc à une échelle beaucoup plus grande en fait. Hein. On voit des bâtiments complets. D'accord. Il y a aussi une dimension un petit peu d'ambiance aussi. C'est ça. Des formes d'illustration en plus. Donc vous avez un village flottant au milieu d'un océan tropical et on voit par transparence qu'il y a des constructions sous-marines en dessous. Voilà, on est un petit peu transporté là-dedans. Au-delà de l'aspect pratique, il y a tout cet aspect d'immersion. Et puis enfin, on va aussi construire une application mobile pour les joueurs qui va servir à plusieurs choses. Donc ça, c'est fait partie des choses qu'on va normalement faire souvent dans beaucoup de gammes, quand c'est approprié, évidemment. Qu'est-ce que vous mettez dedans, ouais? À quoi ça peut servir? Juste les fiches de perso, lancer les dés, ou vraiment c'est quoi? Oui, non, alors la fiche de perso, c'est la fiche de perso. Qu'on joue sur table, en présentiel, la fiche papier, elle est très très bien, elle est très utile, elle est très pratique. Si vous jouez à distance, il y a tout un tas de logiciels qui font les fiches de perso très bien aussi. Non, en fait, ce qu'on a voulu mettre, c'est des références pour les joueurs. C'est-à-dire que c'est pas simple d'écrire sur sa fiche de perso A4 l'ensemble des descriptions de tous ces sortilèges.
tout le détail du texte, l'ensemble de tous ces talents aussi. On note les noms, on note vaguement deux, trois trucs, et puis en fait, on est sans arrêt à devoir aller regarder dans le bouquin, que ce soit un PDF ou un bouquin sur la table, à se dire non, mais alors attends, parce que ma boule de feu, attends, elle fait quoi comme portée, etc. Donc, en fait, les joueurs, ils aient accès à tout ça. Ils aient le contenu de tous ici, les sortilèges, les talents, les équipements, par exemple, et puis qu'ils puissent dire facilement ce dont ils disposent. Et comme ça, à tout moment, ils ont la référence. Ouais, puis ça évite que celui qui bouffe des chips avec ses doigts graisseux qui te demande ton bouquin pour... Attends, Voilà. excuse-moi, je Il me aura rappelle son plus. téléphone, C'est il ça. mettra sur son téléphone. Exactement. Chacun chez soi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'écran pour le joueur. Donc, tu as une bonne raison d'avoir ton téléphone devant toi. Bon, après, tu peux planquer d'autres usages si tu as envie. Ça évite d'être sur Facebook aussi, quoi. C'est bien. Ou pas, tu fais croire que tu es en train de regarder ton personnage, en fait, tu es sur Facebook. Ah, ouais. Mais qui fait ça, oui. Qui fait ça, voyons. Ouais, bah, c'est honteux. Donc, il y a ça. Donc, là, c'est quelque chose qu'on peut faire pour beaucoup de jeux. C'est assez facile. Et ensuite, là, il y a deux fonctions tout à fait spécifiques à Cryptomancien. La première, c'est d'avoir un chat. Alors, ça n'a l'air de rien, mais l'idée, c'est qu'en fait, tout ce qui est écrit sur ce chat est transmis, en fait, via le réseau d'éclat des personnages. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une capacité à avoir en jeu, enfin, en vrai, ce que les personnages font dans la fiction. Et c'est assez intéressant, donc, dans les parties tests qu'on a pu faire, dès qu'il y a des apartés, les autres peuvent discuter, en fait. Donc c'est assez marrant en tant que MJ de revoir derrière ce qu'ils ont pu se raconter, toutes les hypothèses qu'ils ont échafaudées, les questions qui se posaient, les infos qui se sont passées, etc. Ils ne sont pas du tout obligés de me le dire, ce qui leur permet de préparer aussi des choses secrètement pour surprendre le MJ. Ça c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est le réticulaire. Donc ce réseau internet de l'univers, eh bien, on a accès au réticulaire dans l'application mobile. Donc, quand je disais tout à l'heure, on peut faire des recherches sur les PNJ, sur les lieux, etc. On peut vraiment les faire, en fait. Et au lieu de demander au MJ, on peut avoir un jeu parallèle comme ça. Donc, pendant que certains des joueurs discutent avec le MJ, on peut aller faire une recherche et dire, en fait, c'est quand même bizarre, là, parce que ce PNJ, là, il nous a dit ceci, mais voici ce qui se dit sur le réticulaire à son sujet. Alors, avec toute possibilité que ça soit faux, vrai, transformé, une rumeur, quoi que ce soit. Ça me fait vachement penser aux jeux vidéo, la Secret World, qui utilisait un truc un peu dans le sens, c'est-à-dire que pour avancer dans certaines quêtes, fallait aller vraiment sur Internet pour chercher des informations sur tel ou tel truc. Par contre, la question que je me pose avec tout ça, c'est que du coup, si le MJ crée un PNJ, un commanditaire par exemple, avec certaines spécificités, il n'y est pas du coup dans le réticulaire. Il n'y est pas, mais il peut l'ajouter. Il a la main pour D'accord. ajouter ses propres échos. Les joueurs peuvent aussi en rajouter. D'accord. Et c'est libre. À partir du moment où ils ont accès à un cristal connecté au réticulaire, s'ils décident d'envoyer un message, qu'on appelle un écho, ils peuvent le faire. Alors, D'accord. attention, parce qu'une fois que c'est envoyé, ça ne s'efface plus, donc dans la fiction, ni dans la du coup, voilà, faut pas se tromper. Faut pas oublier de le chiffrer, alors faut pas envoyer le message en clair alors qu'il fallait le chiffrer, faut pas se tromper, quoi. C'est rigolo, ouais. Et il y aura des packs de contenu liés au scénario. Donc le MJ, suivant ce qu'il va commencer à faire, il aura facilement la capacité d'aller débloquer tout ce qui concerne la région, ce qui concerne le début du scénario, le milieu du scénario, etc. Donc on a même des moments de cliffhanger qui sont liés justement au fait que, ah tiens, on a découvert tel mot de passe, donc le MJ rend visible certains messages et on découvre ébahi ce qui est en train de se dire, ce qui est en train de se passer, et ça marche plutôt bien. D'accord. Et ça, c'est un truc qui sera... comment ça se passe par rapport au financement? C'est-à-dire que la personne, admettons, moi, je veux prendre le pack, tout ça, c'est inclus dans cette application mobile, il est inclus dans le pack ou... Oui, l'application, au final, elle sera gratuite, elle est financée par certains paliers. À partir du moment où on atteint les paliers, l'application elle est disponible et gratuitement pour tout le monde. D'accord. C'est bien ça. Ok. Super. Non mais moi j'aime bien. Voilà, je vais juste mentionner que j'aime beaucoup. Je le dis souvent dans des vidéos que j'aime beaucoup quand ça commence à changer, à être intermédiaire, tu sais, que ça commence à toucher à d'autres choses. Au moins c'est là, ça existe et puis si c'est utile tant mieux. Donc c'est bien de faire des pas dans ce sens-là, quoi. Comme les maps, les cartes, les pions, les jetons et tout,
C'est un truc Bah, que j'aime beaucoup. ça introduit du contenu à la table. Je veux dire, au lieu d'avoir juste un écran en espérant qu'il n'y ait pas marqué cryptomancien en énorme sur l'écran, bien sûr. Ah, n'est-ce pas? Euh, Je peux te rassurer, il n'y aura pas du tout de mention cryptomancien. Parfait. Mais du coup, ouais, c'est toujours agréable que ce soit en présentiel ou parce que bon, en virtuel, on va dire que c'est globalement plus facile à faire, mais en présentiel, avoir du matériel à mettre sur la table ou que ce soit des images pour l'immersion ou quoi, c'est des choses qui manquent un petit peu en règle générale. Et là, si tu nous dis que c'est un petit livre relié, t'as juste à passer les trucs, c'est sympa ça. Ouais, puis c'est le matériel qui va aussi aider les joueurs et les joueuses, quoi. C'est pas que du matériel à destination du MJ qui va pledge, en Mm. fait. C'est bien aussi, ça, finalement. L'appli, tout ça, c'est des trucs intéressants. Mm. Ok. Ça fait partie des choses enfin, quand on conçoit une gamme, on réfléchit toujours à qu'est-ce qu'on va donner aux joueurs. Hmm. Avec Selfika, il y avait un livret complet au début également, Oui. pour que, voilà. On n'est pas obligé de le lire, parce que ça peut être un investissement de le lire, il peut servir avant ou pendant, parce que dit, ah, mais attention, ce PNJ, on n'a pas entendu parler de ce PNJ, alors attends, ah si, parce que dans le quartier bidule, il est là, il fait ceci, tiens, c'est bizarre, D'accord. etc. Ok. Niveau contenu supplément accessoire, on a fait le tour de tout ce que vous allez proposer, tu penses? Oui, c'est déjà pas mal. Non, mais oui, bien sûr, mais je préfère poser la question avant de passer à la suite. Non, c'est déjà pas mal, et puis c'est un peu la course pour réussir à finir d'écrire tout, parce qu'il y a une règle chez les 12 singes, c'est que tout doit être écrit avant qu'on lance le financement participatif. D'accord. On a déjà toutes les illustrations ou presque, donc pour qu'il reste ensuite à faire essentiellement la maquette, commander ce qui peut être débloqué en plus pendant le financement, etc. pour réussir à avoir des délais pas trop Bah oui. extensifs, ce qui a quand même réussi, ce que nos collègues ont quand même réussi à faire très Ah, longtemps. surtout qu'en plus, c'est moitié traduction, moitié création quand même. Oui. Donc, Ouais, autant la traduction, je vais pas dire que c'est rapide parce que c'est jamais vraiment rapide, mais c'est quand même plus facile que de la création pure, je pense. Alors pour avoir fait la traduction, je t'assure que c'est Pas du tout. pour moi, ça a été 10 fois plus vite de faire la traduction que de faire la création. Je prends un temps fou à écrire, alors que la traduction, c'était presque Ouais. des vacances, même si c'est un boulot en soi et c'est pas le mien. Donc j'ai débuté sur la question. J'ai bien aimé faire ça. Mais, D'accord. oui, il n'y a pas photo. C'est pas du tout le même niveau d'énergie qu'il faut avoir, dont j'ai besoin pour écrire que pour traduire. D'accord. Et vu qu'on est en train de parler du jeu véritablement et tout ça, comment... Donc, tu as dit, il y a les elfes, il y a les nains, il y a les humains. Pour les joueurs, donc pour les personnes joueurs, joueuses, il y a ça, il y a d'autres races ou... Ouais, comment ça marche? Race, Comment ça classe, tout marche, ça? ouais, les classes, les races? Alors oui, ça va être intéressant de parler d'un petit peu du système de jeu, etc. Ouais, carrément. Le parti pris de Chad qui devient un parti pris qui devient très important, et même dans Donjons et Dragons, ils sont en train de revenir là-dessus, c'est qu'en fait, la question de la race n'a aucun impact technique, ludique. Oui, Sur les Voilà. stats, visuel. sur les... Voilà, donc ils sont en train d'aller vers ça aussi vers Oui, Donjons. c'est plus culturel que vraiment les stats, en fait, mécanique. Il n'y a pas non plus du tout de classe de personnage. Donc, c'est vraiment un Lego. Chacun construit le personnage qu'il a envie. Et donc, on peut reconstruire les archétypes classiques qu'on connaît sans problème, il y a tout ce qu'il faut. Mais on peut aussi faire des mélanges improbables ou inventer des choses. Et donc, on peut avoir des guerriers qui font de la magie, on peut avoir n'importe quel type de combinaison qui vous intéresse. Donc, tout le monde peut avoir un petit peu de ses capacités autour de la cryptomancie, donc, qui est le nom de cette magie. Donc les races n'ont pas d'impact ludique, donc on peut choisir ce qu'on veut, même si au départ c'est surtout les 3 races principales que j'ai déjà évoquées. Maintenant, dans un supplément que Chad a sorti récemment, il propose d'autres races. Il y a des espèces d'hybrides mi-hommes, mi-animaux. Il y a possibilité de jouer des gobelins, de jouer des orques. Ah, ce jeu est bien. Avec à chaque fois des approches un peu différentes. Dans le jeu de base, il y a des descriptions un petit peu, comment dire, archétypales de ce que c'est que l'orque violent, les méchantes armées qui viennent du nord pour aller attaquer tout le monde, le gobelin qui est une espèce de familier en fait, qui est réduit à l'état d'animal domestique, de serviteur, vraiment misérable. Et puis dans un supplément, il montre l'envers du décor en fait.
Et il montre que tout ça n'est que la vision un peu normée des peuples dominants, et qu'en fait, la réalité derrière est très très différente, que les gobelins ont leur propre société, qu'ils se gardent bien de montrer justement aux autres pour garder un minimum de liberté au sein de cette société, que les orques, en fait, ont aussi bien sûr une civilisation, que ceux qui sont envoyés au front au sud sont effectivement pas forcément les plus brillants de de leur société. Mm. Et il amène aussi des choses qui changera. Il a la volonté de faire un cryptomancien 2.0 un jour, on ne sait pas quand. En fait, Oui, bon, on va attendre que le 1.5 soit déjà financé en France. Hein. Ouais. Il va pas nous le sortir à la Il fin va de l'année, attendre un ça. petit peu quand même. non, mais c'est un jeu qui est finalement différent, en fait. Malgré le numéro de version, c'est un jeu qui se passerait 500 ans plus tard, Ah avec oui, oui, des oui. orques qui ont Mhm. justement envahi tout. Il y a des guerres qui se passent dans les airs où donc tous les joueurs auront leur propre bateau volant Oh, avec des d'accord, oui. enjeux assez différents, en fait. Ouais, c'est en fait là celui actuel à 1.5 c'est du cyberpunk inversé et le Mm. prochain c'est un peu du Star Wars inversé quoi. C'est- Peut-être, j'en sais pas plus. Je suis pas dans le secret On des verra dieux. ça à ce moment-là quand tu auras fait la traduction. Voilà. Ok, Ok. intéressant. Et le système, parce que du coup, je sais pas, tu nous en as pas parlé. On lance des Non. dés, on pioche des cartes, on lance On des lance osselets. des dés, incroyable, on lance des dés. Non, non, Ouais, c'est alors pas c'est un gagné, hein. système dédié propre au jeu, donc il faut apprendre un petit peu, c'est pas très compliqué. On lance des dés, il y a pas, en gros, il y a 8 caractéristiques qui sont testées suivant ce dont il s'agit, et on lance toujours 5 dés. La question c'est quel type de dés on lance. Ok. Donc imaginons que j'ai 3 en agilité et qu'on me demande d'esquiver, ben, je vais lancer 3 dés 10, mais il faut que je lance 5 dés, donc les 2 dés qui restent, ce sera des dés 6. Et bien sûr, la difficulté qu'on doit atteindre, bah, c'est plus difficile de l'atteindre quand on lance un D6 qu'un D10. D'accord. Voilà. Donc les difficultés vont s'échelonner de à 4, 6 et 8. En fonction du nombre de succès, ben, vous avez plus ou moins réussi votre coup, et tout est construit autour de ça en fait. D'accord. Donc sur un truc d'esquive, si le personnage il a 1, mettons, Ben, il lance il va lancer un des 10 et puis 4 des 6. Ouais, c'est ça. Et les D'accord. D6 ne feront de succès que s'il obtient un 6. Ok. Et s'il fait un 1, malheureusement, ça comptait en négatif. D'accord. Mmh. Ça devient extrêmement aléatoire, c'est un petit peu logique. Et puis derrière, il y a tout un système de talents. Donc on choisit dans une liste très importante de talents pour bah, spécialiser son personnage, acquérir des capacités particulières. Et puis par ailleurs, il y a accès à un certain nombre de sortilèges. D'accord. Et Donc, les talents, c'est quoi? C'est un dé en plus, par exemple? oui, ça peut être un dé en plus ou une capacité à faire des choses avec une compétence que les autres n'ont pas. D'accord. Ok. Ou avoir une capacité à régénérer, à cracher du feu, à savoir inventer des choses pas possibles en combinant deux mixtures. Enfin voilà, vraiment, D'accord. c'est très varié, et il y a deux talents particuliers qui servent à avoir un effet sur le jet de dés. Justement, ignorer certains 1 ou que en cas de succès critique, cela soit encore plus important, ce qui permet Mmh. de spécialiser le personnage. Mais globalement, n'importe qui peut tester à peu près n'importe quoi et d'avoir une certaine chance de réussite. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de décider de ce qu'on fait en fonction des scores élevés de sa feuille de perso, quoi. On peut D'accord. On a juste, tous quand même une petite chance, quoi. ouais, c'est ça, on peut réfléchir à la situation et se dire je tente. D'autant plus que il y a un mécanisme qui permet de relancer des dés, etc., qui s'appelle le risque. On peut décider de prendre des risques. Donc ça, c'est un mécanisme qui est central au jeu. On suit un niveau de risque qui est partagé sur tout le groupe. Le groupe a Ok. un niveau de risque qui commence à 0 et puis qui ne fait que croître. Voilà. D'accord. Chaque fois qu'on parie dessus, on fait monter à la jauge de tout le Donc, monde. il monte de deux manières. La première manière, c'est dès que les personnages font des choses qu'ils ne devraient pas faire, de- donc dès qu'ils laissent des traces de leur activité, qu'ils parlent à haute voix de leur plan dans une auberge, par exemple, ça c'est pas une bonne idée, donc le MJ va noter, tiens, un point de risque.
qui laissent des traces derrière, qui ne se masquent pas, par exemple, quand ils sont en opération. D'accord, ouais, tous les oublis ou les erreurs qu'un joueur ou une joueuse ferait en mission, quoi. Ouais, qui recourent à la violence alors que c'était pas forcément nécessaire et que cette violence a Ah, loin, etc., etc., etc. Ça, c'est en fonction de ce qui se passe dans la fiction. Et puis à un moment, le joueur peut aussi décider de prendre des risques. Il y a là, j'ai raté ce jet de dés, mais en fait, je ne veux pas le rater. Et donc, eh bien, il prend des risques, il rajoute encore des points de risque. Mais en plus, on va tester ce risque. Donc, on va lancer un dé 100. Et si jamais on obtient une valeur qui est inférieure au niveau de risque à la table, eh bien, il se passe quelque chose. d'accord. Ça, Et c'est alors, sympa. ce qui se passe dépend du mode de campagne que vous choisissez. Il y a au moins 2 modes de campagne. Il y a le mode de campagne classique, qui est le mode de campagne de la V1, qui était l'intention originelle de l'auteur, Mhm. c'est que tout ça ne peut que se terminer très 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 mal. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs sont face à des forces plus puissantes qu'eux, et la seule fin possible, c'est la fin des personnages, en fait. Ok. Ah, c'est... C'est C'est pas dur, rien, là. hein. Ouais, c'est Voilà. dur, hein. Et la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire du temps qui vous est imparti? Voilà. Mhm. Qu'est-ce que vous allez réussir à faire? Ça part d'une chose, c'est que j'ai pas raconté encore jusqu'à présent, c'est qu'en fait, le pitch de départ, non seulement on a un commanditaire qui nous envoie des missions, mais il y a une raison à ça, en fait. C'est que tous les personnages sont, en fait, poursuivis par une force très puissante qui s'appelle les ordonnanceurs, qui ont décidé, qui ont déterminé que il n'était pas bon pour le futur de la planète, en tout cas pour qu'ils étaient susceptibles de renverser le statu quo. Et donc, plutôt que de les laisser courir dans la nature, ils ont décidé de les éliminer, en fait. Donc, on est dans une espèce de fonctionnement un peu à la Minority Report, où vous êtes poursuivi avant d'avoir commis le moindre crime. D'accord. Vous connaissez un peu la série Person of Interest? Hmm. De Il y nom. a, Oui. il y a un Avec la moment, machine. voilà, c'est ça. Il y a des IA à l'intérieur. Il y a un moment dans la 3e saison où il y a une IA qui contrôle tout un tas de systèmes de caméras, etc., et qui détermine qui il faut éliminer pour le bien de la communauté. Sachant que ce bien de la communauté est bien sûr très difficile à définir et que finalement, bah, il se résout essentiellement à préserver les intérêts de la faction qui la contrôle. Ça va D'accord. aux ordonnances. Et donc ils sont en fuite, et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de se mettre sous la houlette, sous la protection d'un commanditaire qui a les moyens justement de leur garantir un certain anonymat, une planque, etc. Mais qui finalement les utilise Hmm. à ses propres fins. D'accord. Et le mode 2, du coup, c'est quoi? Donc le mode 2, les ordonnanceurs sont pas forcément présents, il n'y a pas forcément cette fuite en avant complète. Et là, à chaque fois donc dans le mode 1, à chaque fois qu'on échoue à un test de risque, les ordonnanceurs arrivent en fait. Donc ils ont Hmm. un assassin, et puis au 2e niveau, c'est 3 assassins, puis au 4e niveau, au 3e niveau, votre tête est mise à prix partout, tout le monde vous recherche, etc. Et puis, Ah, voilà. C'est c'est la fin, dur. c'est super dur. Ah Et vous ouais. spirale nihiliste pour essayer pour aller jusqu'au bout. Du coup, c'est un mode mini-campagne, en fait. On va pas trop miser sur une campagne de 15 épisodes, quoi. On en fait 6, on est déjà content. C'est la Oui, retraite. oui, parce que ça peut aller assez vite, parce qu'au début, on se dit Mm. que le risque, c'est pas très grave, Mm. puis ça serait vraiment dommage de rater tel jet, parce que sinon on rate la mission, Mm. etc. Puis très vite, puis à partir du moment où on a 15-20%, on commence à avoir une chance sur 5 de déclencher quelque chose, Mm. et ça peut aller assez vite. Et l'autre, ça s'appelle le mode fantastique, je crois, Mhm. où là, il y a toujours les mêmes notions d'échec et de palier, mais c'est le monde se complique. C'est que d'un seul coup, il y a une épidémie qui déferle sur la région. D'ailleurs, j'aimerais bien D'accord. savoir quelle table a raté son jet, là, et pour nous créer tout ce bordel, là, parce que j'aurais bien 2-3 mots à lui dire. Euh, D'accord. et le tout 2e niveau, ça peut être une invasion militaire. Hmm. Et Ça toujours peut en être- rapport à ce que les joueurs ont fait, du coup. Bah, c'est là où c'est pas forcément évident. Il y a un petit peu une espèce d'effet papillon. C'est-à-dire que vous allez défier les dieux, et les dieux se vengent un petit peu en provoquant Hmm. des choses. Donc, il n'y a pas forcément de rapport direct.
D'accord. Voilà. Et donc, dans le décor de campagne qu'on a fait, les 2 modes sont supportés avec une proposition justement d'échelons propres à la région et à ses enjeux. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour brièvement, ouais, ça fait 1 heure quand même qu'on est dessus. C'est pas mal. On revient vite fait sur le financement. Donc, on a dit triptyque, l'écran, on a l'application mobile. Au niveau des paliers ou quoi, qu'est-ce qu'il y a à débloquer? Il y a les pré-tirés, du coup, j'imagine, les 6 pré-tirés? Il y a des illustrations en plus, il y a les différents niveaux de l'application, il y a plus de plans, en général, c'est l'enrichissement. En fait. Tout existe de base, et vous pouvez acquérir soit les livres de base, les différents ouvrages individuellement où il y a un petit package. Et puis au fur et à mesure que le financement avance, en fait, tout s'enrichit de différents éléments. Ok. D'accord. Et donc tout ça, tu nous as dit que tout est prêt, tout est écrit. Au moment où cette vidéo va sortir, ouais, au moment où cette vidéo qu'elle sort, quand on lance le financement, tout est écrit ou presque écrit. Quand on verra cette vidéo, tout sera écrit ou presque écrit. Voilà. D'accord. Du coup, il y aura si le financement est un succès, il y aura un suivi dans la gamme ultérieurement? Alors potentiellement, ça va dépendre aussi beaucoup de ce que fait l'auteur originel. Il a sorti un premier supplément et question qu'il en fasse d'autres. Donc il faut qu'on arrive à avoir assez de matériel pour se dire que ça vaille le coup de refaire un financement, etc. Moi j'adorerais, mais ça va dépendre beaucoup du succès du premier, évidemment. Bien sûr. Mais bon, on arrive quand même de base avec une gamme, avec 3 livres, une campagne, un écran. Enfin voilà, il y a déjà de quoi jouer. On espère que il y aura une petite communauté ou une grande qui se créera autour du jeu et puis qui produira également des contenus. D'accord. Ok. Pas mal. Niveau production, ça va se passer où Est-ce qu'on va attendre des conteneurs depuis la Chine ou est-ce que... Ah oui, où est-ce que je veux dire Production papier, on va dire. Voilà. Alors, non, on n'imprime pas en Chine. Je ne crois pas que les 12 singes aient jamais imprimé en Chine. Ça s'est toujours fait en Europe. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple pour autant, parce que les pénuries de papier sont mondiales et les coûts de fabrication ne font qu'augmenter. Donc là, on réfléchit à comment faire pour ne pas les répercuter sur le prix de vente final. Hein. Donc pour ça, il n'y a pas 50 façons de faire. Le mieux, c'est de commander beaucoup de bouquins du même format d'un coup. Et à partir du moment où vous avez le même format, vous pouvez du coup justifier d'un volume qui baisse le prix unitaire. Ça complique les choses parce qu'il faut qu'on attende que suffisamment de choses soient prêtes pour commander tout d'un coup. Et puis, ça nous oblige à mettre tout au même format. Parce que là, c'était censé être quoi comme format à la base, Cryptomancien? C'est vraiment la même chose que ça. Donc, c'est du MOOC, je crois. Voilà, c'est un format un peu comics américain, mais en couverture rigide, couleur, etc. Donc on regarde, on a des rééditions qu'on envisage, de bouquins qui sont sortis, qui ont très bien marché, et qui sont épuisés, et donc on envisage de devoir refaire des maquettes, donc c'était pas simple non plus. D'accord, parce que les livres de la gamme des 12 singes sont déjà au même format, non? Pas toujours, parce que suivant le... Bah non, parce que parfois sur les traductions, on récupère les gabarits d'origine, donc on s'adapte au format de l'origine. D'accord. Forcément, parfois il y a eu des grands formats, parfois des petits formats. D'accord. C'est pas tout à fait évident, mais oui, si on avait un format toujours identique systématiquement, ça serait plus simple pour faire ça. D'accord. Et pour rebondir justement après la fabrication et tout ça, donc avant d'être livré, est-ce que les souscripteurs auront accès au PDF en avance ou Alors normalement, moi je suis pas le chef de projet, le directeur éditorial, hein, c'est Franck Porras là-dessus qui coordonne et qui met en musique tout ça. Mais classiquement, oui, on va être sur Game on Tabletop, qui ont maintenant une fonction de butin numérique, comme ils disent, qu'on a largement investi, puisque voilà, les 12 singes sont depuis plusieurs mois maintenant
Mm. convertissent tous les bouquins en version PDF augmentée, avec des tokens, avec des maps, avec des aides de jeu, Ça, etc. c'est très C'est très bien. très bien. Et ben c'est cool. Non, mais c'est... Non, mais vraiment, hein. Vraiment, c'est pour de vrai. Hein. Ouais. C'est un gros investissement. Il y a quelqu'un qui travaille quasiment à plein temps dessus. On est loin d'avoir tout fait, mais l'ambition, c'est de faire tout ou quasiment tout, toute la gamme. D'accord. Que ça soit de manière opportuniste en fonction des financements ou par un travail de fond. Si vous regardez sur Discord les plannings de sortie de numérique, il y en a 3-4 par mois. Hein, ça n'arrête pas. Oui, j'en ai vu un. C'était quand? C'était début de semaine d'ailleurs, dernière, qu'il y en a eu encore. Ouais, sur Trinité, je crois. Ouais, ça, il y a des lots de vie antérieures qui sont sortis sur Trinité. Trinité, il doit y avoir tout. On vous enverra du coup dans les commentaires sur la Marketplace. On avait fait une vidéo, Marketplace, c'est ça, on avait fait une vidéo pour en parler, mais effectivement, faut, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui découvrent, c'est vrai qu'il y a énormément de matériel, du coup, qui est fait dans des packs numériques pour les VTT comme Roll20, comme Let's Roll, Foundry, comme tout Foundry, ça. voilà, c'est-à-dire tout est prêt à être importé avec les personnages en noir et blanc ou en couleur, les fiches de personnages éditables, etc. Quoi. Il y a vraiment tout qui est prêt pour être importé direct, quoi. C'est bien foutu, hein. On l'a vu avec Hexagone, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, carrément. Donc, ça avait fait gagner du temps. Sur, alors, il y a parfois des initiatives dans la communauté, des gens qui nous demandent s'ils peuvent prendre tel système de jeu et l'implémenter dans tel VTT. Donc, on dit, mais oui, bien sûr, allez-y. Tu m'étonnes. Parfois même, on a payé des développeurs pour qu'ils le fassent. Ah, c'est bien, super. C'est bien, ça. Mais oui, on suit le mouvement. Depuis la pandémie, beaucoup de gens sont mis à jouer à distance. Ouais. Même après, je sais pas si on est après la pandémie, mais même dans les moments où finalement on peut rejouer en présentiel, finalement, le jeu à distance a certains avantages. C'est une forme de jeu qui maintenant est ancrée, je pense, avec la pandémie. Elle existait déjà avant, bien sûr. Oui, parce que ça fait un moment qu'on y touche, mais disons que ça s'est démocratisé vraiment avec la pandémie. Ça a mis un coup de fouet, hein, et du coup, je pense que maintenant c'est installé en fait, et on reviendra pas en arrière entre guillemets, genre ça va tuer le JDR. Non, c'est là, hein, c'est là, et autant l'utiliser quoi. Ah, mais moi je sais que tu vois, il y a un financement participatif par exemple qui ne propose pas de PDF. J'y touche pas, quoi. Clairement. Parce que le PDF, pour moi, maintenant, c'est devenu inévitable. Je travaille avec, je joue avec, je l'utilise beaucoup plus facilement. Et pour moi, c'est un incontournable, quoi. Donc, rien que ça justifie le fait de faire un financement participatif. Ouais, et puis après, le PDF a aussi ses limites. Hein. Moi, j'aimerais bien trouver d'autres moyens de publier des contenus numériques qui soient pas linéaires. Donc, le PDF est intrinsèquement linéaire. Ce qui moi m'arrange pas dans la manière dont j'écris mes campagnes. Parce qu'à un moment, j'ai quelque chose qui est foisonnant, qui est un réseau, et il faut que je le remette. Ah oui. Oui, dans l'ordre. Dans un ordre qui te semble un petit peu artificiel. Faisant un puzzle. Qu'il ait du sens. Et ce qui est très pratique à lire quand tu découvres, tu lis du début à la fin, et au moins tu sais que tu as tout lu, que tu n'es pas perdu, etc. Mais ensuite, quand tu veux préparer ta partie, modifier des choses, et puis chercher des choses, c'est pas forcément le plus simple. Moi, j'ai un grand fantasme, c'est de trouver un support où on donne le contenu numérique aux gens, et après ils peuvent le changer, ils peuvent faire leur version. Un espèce de Wikipédia Ah ouais, c'est ça. Un Patsopédia. Voilà. En PDF, un livre où tu peux écrire dessus. Voilà. C'est ton livre. Parce que c'est dans le jeu de rôle, on a quand même énormément d'appropriation par les mesures, puis par les joueurs. Tout le monde change les règles, tout le monde change les caractères des PNJ pour les adapter, parce que, bah oui, mon groupe de joueurs il est plus comme ceci, comme cela, etc. On a obligé de bricoler des trucs à droite, à gauche, et finalement, le truc le plus pratique, ce serait de pouvoir changer son bouquin, quoi. C'est vrai. Voilà. Je ferais bien une adaptation de Chronomancer en 5e, par exemple. Le truc à pas dire. C'est pas bien. S'étendre. Je coupe le stream. Chad, sur ses nouveaux jeux, justement, se dit qu'il va les faire soit en 5e, soit en Forge in the Dark. Ah ouais. Ah bah en Forge in the Dark. Ouais. En Forge.
Vraiment. Ouais. Fort in the Dark. Ah, Ouais, parce que j'adore la Fort. 5e, elle est finie en 2024 a priori, hein, donc Oui, et voilà, il y a cette question-là. Il y a une nouvelle traduction, mais faut-il investir dessus, sachant qu'effectivement, ça va tellement vite, quoi. les choses ont Ça va bougé, vite. donc bon. Ok. Ouais. Euh, J'avais Ouais. un petit mot quand même, parce que t'en as un petit peu évoqué, mais c'est vrai on a commencé pied au plancher cette vidéo. On n'a pas parlé de ton travail, en fait, que t'avais fait Oui. avant. Alors que, et tu l'as un tout petit peu distillé dans la conversation, hein, t'avais fait de la traduction, t'as de la création, t'as quand même fait du gros taf quand même, avec des jeux qui sont primés au prix release ou des trucs comme ça, donc Oui, c'est on bon. va en parler un peu, quand même. Là, c'est l'instant pommade. C'est Vas-y. resté un peu bad. Parce que du coup, si on s'est pas trompé, t'es quand même auteur sur Trinité, Oui, Pax. en fait, j'ai commencé l'aventure avec les 12 singes, invité par Franck à contribuer sur le jeu qu'il avait créé sur Trinité. Donc, Mhm. au départ, c'était pour faire des règles de jeu. Et puis finalement, j'ai fait des factions. Et puis finalement, en fait, ce qui m'a le plus botté, c'est de faire des histoires, des scénarios, des campagnes Mhm. les plus ouvertes possibles. C'est un petit peu mon leitmotiv, c'est Oui, c'est ton style. laisser du choix toujours aux joueurs, aux MJ, etc. Même dans les règles, en fait. Et des petits mécanismes, par exemple de primes et de pénalités, où chacun peut choisir, tiens, je vais être plus ceci, mais moins cela, etc. Plutôt que ça soit figé une fois pour tout dans un talent, en fait, on peut faire des combinaisons, s'adapter à la situation, et puis vraiment Mhm. exprimer quelque chose parce que je veux agir comme ceci, comme cela, et le montrer. Et pareil sur les campagnes, en fait, toujours chercher des moyens de faire en sorte que les joueurs aient le choix, en fait. C'est-à-dire que la fin soit pas écrite. D'accord. Euh, ça aboutit sur Pax Elfica, mais finalement, quand je regarde, même sur une campagne comme Arthur sur Trinité, Mhm. on se pose la question à un moment de se retrouver à un moment à écrire un chapitre en me disant, mais je ne sais pas de quel côté les joueurs vont être. Je ne sais pas si les joueurs ils vont être du côté A ou B. Et donc finalement, c'est très libérateur parce qu'on n'a pas à essayer d'imaginer ni à se forcer à se dire que ah mais il faut que les joueurs gagnent, alors attention, il faut que je leur donne ceci, je leur donne cela, etc. J'en sais rien en fait, je ne sais pas, du coup j'écris le truc de manière très très librement. Et puis ensuite, on gère les conséquences. Et le MJ, on donne le plus de guides possible pour que le MJ gère les conséquences. Mais ça doit être super difficile d'écrire quelque chose comme ça sans donner l'impression au MJ qu'on n'a pas travaillé le scénario, tu vois. De lui dire, là on peut pas savoir, t'es vachement libre, on va te donner des pistes, Bon, sans faire croire au MJ, oui, bon en fait on avait la flemme de trouver une fin et débrouille-toi, prends-en une et puis, tu vois, ça doit être difficile de rédiger quelque chose comme ça, quoi. c'est pas simple. C'est Jérôme Vercheron qui m'a appris ça. Mhm. Jérôme, il a créé les clés en main chez les 12 singes au Mm. départ. Ensuite, ça a été repris Ils sont par bien d'autres, avec leur... plusieurs. Mm. Et les clés en main, c'est cette promesse d'une campagne qu'on joue à un rythme très 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 rapide, très très Mhm. impliqué. Et chaque scénario, enfin, on n'oblige pas les joueurs à réussir pour poursuivre la campagne. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils avaient à faire, eh bien, il y a quelque chose qui fait que on peut quand même jouer la suite. Donc, en général, ça peut être d'autres qui réussissent à leur place. Euh, mais tout ça est comptabilisé. Donc, il y a des D'accord. systèmes de jauge qui permettent de voir, de mesurer un certain nombre de choses. Est-ce qu'il progresse vers l'objectif? Est-ce qu'il y a un danger qui est en train de monter dans l'ombre, Mhm. etc. Et finalement, toute cette somme de petites victoires, petits échecs se voit à la fin, en fait. La scène D'accord. finale, elle peut être beaucoup plus difficile ou plus simple à jouer suivant que vous ayez bien réussi ou bien raté Mhm. les épisodes d'avant. Et c'est là que, vraiment, à la fin de la fin, on comptabilise tout ça. Et du coup, c'est hyper libérateur parce que l'MJ peut appliquer les règles. Les joueurs ratent un jet important, bah, ils ratent un jet important, c'est pas grave. Il y a un des personnages qui tombe parce que il s'est fait tuer par un ennemi, c'est pas grave non plus. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'il y a 10 pré-tirés, vous en avez 5 à la table, et puis voilà, on en choisit un autre, et puis on joue On un bidouille, quoi. autre, et puis on C'est ça. continue à jouer, en fait. Et avec Jérôme, on a amené ça au bout de ce qu'on a réussi à faire avec Pixelfica. D'accord. Où là, on a à la Ouais. fois une chose, on a l'impression que c'est très large, il y a plein de possibilités, on arrive à avoir des scènes détaillées, et pour autant, en fait, la manière dont ça s'assemble, les sujets qui vont intéresser les joueurs, c'est ça varie du tout au tout. Là, je suis fasciné et j'adore voir tous les comptes rendus de parties qui sont faits sur Internet. Mhm. C'est
fascinant parce qu'en fait, c'est intéressant. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais il faut pas nous en dire trop parce qu'on a envie d'y jouer. Ah Hein? Ouais, oui. Regarde-moi mon regard. Un petit truc à rajouter, Oui. des remerciements qu'on n'a pas fait. Ou... Ouais, un point du système sur lequel on n'aurait pas évoqué ou pas assez appuyé, un thème du jeu qu'on n'aurait pas évoqué dans nos questions que tu voudrais mettre en avant. Merci à Chad d'avoir inventé ce monde incroyable. Merci à Franck Place de s'être dit mais si on allait acquérir la licence parce que c'est quand même un truc de fou, donc Ça a l'air cool. C'est quand même marrant de l'avoir en français et puis d'avoir pu. Et surtout qu'en plus, je me dis qu'en termes d'inspiration, je veux dire, tu peux aller, même si une fois que tu as fait le tour de la campagne ou que tu as utilisé tout le matériel propre à Cryptomancien, tu peux prendre n'importe quel jeu en fait qui traite de cyberpunk et adapter les missions ou adapter les. Tu peux faire ça, mais si je regarde la liste des inspi là, sur le setting que j'ai pu écrire, j'ai du Largo Winch. Et oui, c'est vrai. J'ai le Hobbit, j'ai Aquablue. Oui. J'ai même des choses. Il y a même un bout de science fantasy à un moment. Parce que les cristaux permettent de communiquer instantanément sans limitation de distance. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais il y avait des cristaux qui est sur une autre planète? Ah. Voilà. Oui, vu que j'ai venu du météorite, on sait pas, hein, peut-être. Ah oui, ils viennent d'une météorite, donc est-ce qu'il resterait pas des bouts de cristaux sur la planète d'origine? Et comment on communiquerait, etc. Donc il y a un petit volet, si on veut, science fantasy. Ah, d'où la parallèle après avec Star Wars dans le prochain. Enfin, on serait plus sur The Arrival là, à ce moment-là, si on doit le ou même bizarrement du Superman en fait. Okay. Ah bah oui, autant se faire plaisir. Bah c'est ça, autant aller pousser le vis jusqu'au bout, quoi. Du jeu de rôle, autant se faire plaisir. Voilà. Ok. Eh ben super. Merci. Cool. Merci. Hein, on va se retrouver dans pas longtemps du coup pour le financement qu'on va suivre avec grand intérêt. Ouais, on vous regarde. Ouais, et puis participez surtout. Et abonnez-vous à la chaîne aussi. Exact, ouais, si ça vous a plu, hein, vous mettez le like, l'abonnement, vous partagez, pour voir aussi le travail de Claude, répandez le travail de Claude de partout. De toute façon, on vous mettra dans la description tous les liens, y compris le Discord des 12 singes, qui est quand même vachement documenté, animé, et il y a toutes les infos dessus, c'est vraiment trop bien. Donc on vous met tout ça dans la description. C'est la source du planning le plus à jour. C'est vrai. On nous demande parfois... Même Yannick, il s'en rappelle plus, donc c'est une bonne source, hein, effectivement. Elle est là pour lui à la base, en fait. C'est ça. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, et puis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao tout le monde. Ciao.